il y a beaucoup plus de choses à venir. Et ce sera une plateforme qui sera ouverte. Donc, pour les étudiants, ce sera gratuit, notamment pour pouvoir apprendre des choses de la PCI. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, il y a Merci. une question sur le temps. Donc, on va Oui. laisser la parole à professeur Louise Fortez pour Merci. partager son écran et donner l'exemple de Jam dans le cadre de l'hygiène hospitalière et de la prévention des infections associées aux soins. Prof, vous avez la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier. Je vais mettre en mode chapeau. OK. Permettez-moi à l'entame de mes propos, en tout cas, de remercier. C'est bon, ça passe? Parfaitement, ça passe, oui. Donc, Mettez, c'est un mode de présentateur, par contre. c'est ça que je vois. Je vais voir. Tu devais continuer, dites. Je passe la parole à Conan. Conan, pardon. OK. C'est bon? Je remercie en tout cas la société de Micro de nous offrir cette opportunité de partager avec vous l'expérience de l'hôpital d'Al-Aljam, ce que nous avons pu faire pendant ces 2 ans. Je suis le professeur Louis Suartez, je suis coordinatrice de la lutte contre les infections associées aux soins au sein du centre hospitalier d'Al-Aljam. Et je suis professeur en maladies infectieuses, spécialiste également en hygiène hospitalière et en épidémiologie clinique. Donc, les infections associées aux soins, on l'a déjà dit, c'est des infections qui sont contractées en milieu de soins. Auparavant, on parlait d'infections nosocomiales, mais aujourd'hui, en prenant en compte que des soins sont réalisés en dehors des structures sanitaires, notamment à domicile, dans un cabinet médical, on prend dans une structure privée. Donc, ceci prend en compte toutes les infections, même celles qui sont contractées en dehors des établissements de santé. En moyenne, on estime qu'un patient sur 10 meurt des suites des infections qui sont associées aux soins. Et selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, dans les pays en développement, on est autour de 15% qui développent des infections associées aux soins. Dans les pays développés, on est à 7%. Et on estime que 52, la moitié des patients qui sont traités dans les unités de soins intensifs vont mourir de ces infections associées aux soins. Pour dire en tout cas, les infections, c'est une menace majeure de santé publique. Les maladies sont plus graves. Il y a un prolongement de la durée de séjour, une charge financière supplémentaire. Il faut dire que cette charge supplémentaire, elle est surtout à la charge du patient, qui va non seulement prolonger sa durée d'hospitalisation, mais qui aura à charge les antibiotiques qu'il faut utiliser pour traiter cette infection. Et elles sont responsables d'une mortalité élevée. Nous l'avons dit tout à l'heure, un patient sur deux dans les unités de soins intensifs meurt de ces infections. Au Sénégal, l'organisation de cette lutte contre les infections associées aux soins, il faut dire quand même que sur le plan euh, gouvernemental, législatif, ça remonte quand même. On a créé depuis 2004, ça fait 20 ans que le Sénégal a créé un programme national de lutte contre les infections associées aux soins. Aujourd'hui, le Pronalin est remplacé par la direction de la qualité, de la sécurité et également de l'hygiène. Et cette direction comprend 3 divisions. Donc, il y a l'hygiène hospitalière qui est chargée maintenant de la politique de prévention et de contrôle de l'infection et de veiller à la mise en œuvre des mesures d'hygiène hospitalière. Et au niveau des établissements de santé, il leur est demandé de créer, en tout cas, des comités de lutte contre les infections associées aux soins. Le rôle du clan, il présente plusieurs rôles. C'est vraiment d'organiser et de coordonner la surveillance de ces infections dans les établissements, de même que les actions, de détecter précocement les épidémies. Il a un rôle également de formation du personnel soignant, de mettre en place un plan d'action à mettre en place en définissant aussi bien le matériel, l'équipement à acquérir, de réduire la résistance bactérienne aux antibiotiques, de sensibiliser les personnels de santé sur l'hygiène hospitalière, de développer une politique d'auto-évaluation et d'évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et ensuite de transmettre chaque année au niveau du coordonnateur national du comité régional
le rapport annuel d'activité plus les comptes rendus. Donc, finalement, ce client est extrêmement important. Donc, il va surveiller et en tout cas, il va définir toute cette politique de surveillance, toute la politique de formation, de surveillance et également d'évaluation des pratiques médicales. Le Centre hospitalier national d'Al Aljam, c'est un établissement public de santé de niveau 3 qui se trouve au niveau de la banlieue dakaroise. C'est un hôpital qui a démarré ses activités depuis 2016 avec une augmentation croissante de ses activités suite à la COVID-19, donc en 2020. Il y a plusieurs services, aussi bien médicaux, chirurgicaux, techniques pour les patients. La capacité litière pour 2023, on est à 274 lits. Et lorsqu'on regarde les activités hospitalières, elles sont quand même importantes. On se retrouve avec 89 997 consultations externes, près de 2368 accouchements, dont des césariennes, et 11 774, donc à peu près 12 000 patients qui ont été hospitalisés en 2013. En 2023, autant pour moi. La prévention des IAS au niveau du centre hospitalier national d'Al Aljam, plus que dans notre hôpital, est une vraie nécessité. Parce que la particularité de cet hôpital est un hôpital où il y a des patients qui ont beaucoup de facteurs favorisants. Les comorbidités, des patients dont on a un service de néonatologie, nous avons le service de néphrologie, nous avons la dialyse, des patients immunodéprimés, un service d'hématologie clinique avec des patients fortement immunodéprimés, le service également de cancérologie médicale, oncologie médicale, aussi bien pédiatrique que pour les adultes, un centre de radiothérapie, de chimiothérapie et beaucoup d'actes invasifs qui sont réalisés dans cet hôpital. Et récemment, nous avons un centre de greffe de moelle et un centre de procréation médicalement assistée. Donc, autant de secteurs, autant de services pour lesquels il faudrait obligatoirement une prévention des IAS pour vraiment réduire toute infection secondaire à la prise en charge. L'hôpital d'Al Aljam, contrairement à certains hôpitaux, a un service d'hygiène hospitalière. On dit plutôt une unité d'hygiène hospitalière avec trois infirmiers hygiénistes, un préventionniste, un technicien en hygiène hospitalière et le CLIN a été créé, on peut dire récemment, il y a 2 ans de cela, en octobre 2022. Je vous présenterai sur ces prochaines diapositives. Donc, pour ma première partie, je vous présenterai les activités que nous avons eu à mener de 2022 à 2024. Et puis, je vous présenterai quelles sont nos prochaines étapes pour notamment l'année à venir. La présentation, comme l'a si bien rappelé Gaël, cette présentation va être axée vraiment sur les précautions standards. L'hygiène des mains, les protections, l'hygiène respiratoire, les AES, la gestion des excréteurs et la gestion de l'environnement, notamment la gestion de l'environnement avec le bio-nettoyage. Donc, 4 axes. Tout d'abord, l'audit, formation, les protocoles et la sensibilisation. Concernant l'audit, nous avons fait, donc, étant donné que nous venions de démarrer nos activités, il était important que nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe, d'évaluer la situation. Et cet état des lieux a été fait sur beaucoup de domaines, sur l'hygiène des mains, sur la gestion des déchets, sur le biomédicaux, sur les AES, mais également sur les soins. Et également, cette évaluation a été réalisée sur tous les services, à l'exception de la consultation externe et des laboratoires. Et tout à l'heure, il y a eu une discussion entre professeur Camara et Gaël sur les laboratoires. Je pense que ça, j'attendrai que Gaël vienne pour qu'on puisse voir comment évaluer nos laboratoires. Donc, une première avait été faite en 2022, puis en 2024 récemment. C'est une enquête par observation et également enquête des majors de service. Tout d'abord, premièrement, nous avons évalué la tenue de travail auprès de 224 soignants travaillant au niveau de Dal Aljam. Donc, on s'est intéressé à la tenue. Est-ce qu'elle était complète? Est-ce que les manches étaient retroussées? Est-ce que les chaussures étaient adaptées? Est-ce qu'il y avait des coiffes, les bijoux? Et quels sont nos résultats? On s'est rendu compte que 63% des personnels soignants, donc 2 tiers, donc il y a un tiers quand même qui ne porte pas de tenue complète. Donc 63%, c'est pas mal. 63% qui portent une tenue complète. Les manches qui sont retroussées, c'est 86% et les chaussures adaptées dans la moitié des cas.
Le constat général, j'ai posé la question à nos médecins lors de la réunion du CLAN de la semaine dernière pour me dire, les médecins, majoritairement, ne portent pas de tenue de travail adaptée. Donc, ils portent une blouse, mais en bas, c'est soit un pantalon de ville ou c'est une jupe. Et c'est 34% des soignants versus 90% des paramédicaux. Est-ce que c'est parce que les paramédicaux, ils sont toujours dans les soins? En tout cas, c'est une remarque que nous avons eu à faire. Nous avons également audité tout le dispositif nécessaire pour une bonne hygiène des mains. Force est de constater que quand même 85% des points d'eau étaient fonctionnels. 85%, je pense que c'est un bon score. Normalement, au niveau de chaque point d'eau, on doit avoir une affiche de rappel de l'hygiène des mains. Elle était présente dans 65%, les détergents 72%. Est-ce que la solution hydroalcoolique était disponible au niveau pas au niveau des points d'eau, mais est-ce qu'elle était disponible au niveau des salles de soins, au niveau donc dans 75%, et il n'y avait pas d'essuie-mains. Et le problème de ces essuie-mains est un sérieux problème dans tous nos hôpitaux parce que s'il n'y a pas d'essuie-mains, après un lavage au savon, comment se fait le séchage des mains? Est-ce que ça se fait sur la blouse? Est-ce que ça se fait avec un torchon ou bien est-ce que ça se fait avec un morceau de tissu que tout le monde utilise qui va être après un milieu de culture? Le bio-nettoyage, je pense qu'on en a parlé tantôt. Il y a eu quelques commentaires par rapport à ça avec le professeur Awa. Et le service de bio-nettoyage dans tous les hôpitaux est externalisé. Au niveau de Daladjam, le Daladjam ne déroge pas à cette règle, même si il y a un point positif, c'est que les services à haut risque, notamment le bloc opératoire, la réanimation, la néonatologie, la salle d'accouchement, eux, ils ont leur service qui leur est propre. Donc, un point positif, c'est que le nettoyage se fait pour tous les services chaque jour. Mais il faut constater que le matériel qui est utilisé est parfois, il n'est pas adapté ou bien il est incomplet. Et il a paru, par exemple, faire un bon plaidoyer pour ne plus balayer, parce qu'on sait que dans les hôpitaux, on devrait procéder à un balayage humide plutôt que le balayage que nous faisons dans nos maisons. Il y a un problème également de formation du personnel on a constaté qu'il y a vraiment la nécessité d'améliorer la procédure de bio-nettoyage. Parce que si on regarde bien ce qui est fait, c'est un nettoyage plus qu'en termes de bio-nettoyage qui obéit à des procédures bien particulière. En ce qui concerne la gestion des déchets, on a constaté que, en ce qui concerne le transport des déchets, en tout cas du milieu de collecte, c'est-à-dire des services vers le local central, se faisait tous les jours. Il y avait une disponibilité des boîtes de sécurité, une disponibilité des poubelles. Il y avait un problème de disponibilité. Les sachets de couleur également étaient disponibles. Les sachets rouges, moins. Les sachets rouges-jaunes. Donc, si vous avez juste le sachet noir, ça peut se poser comme problème pour le tri des déchets, parce que 75%, comme il y a 25% qui manquent, et 55% de disponibilité de poubelles à pédales. Donc, s'il n'y a pas de poubelle à pédales, donc pour les soignants auront plus tendance à utiliser leurs mains au lieu d'utiliser leurs pieds pour ouvrir les poubelles. Et ce qu'on retient vraiment, c'est qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de tri des déchets. Zéro tri des déchets. Même si nous avons des poubelles, même si nous avons des sachets rouges, noirs et jaunes, on constate qu'il n'y a pas de tri de poubelle. Lors de la dernière réunion, j'ai demandé aux infirmiers qui étaient présents, est-ce qu'on leur a appris dans leur formation le tri des déchets? Et ils me disent oui, qu'il y a un module de formation où on leur a appris comment trier les déchets. Vous pouvez voir hein, ce sachet jaune hein, où vous avez en même temps du papier qu'on pourrait valablement mettre dans le sachet noir. Donc, il y a une nécessité de sensibiliser en tout cas tout ce tri des déchets. Je n'ai pas assisté malheureusement à la session d'hier sur la gestion des déchets, mais je pense que j'ai vu sur le groupe WhatsApp, capture d'écran, où normalement dans nos hôpitaux, moins de 25% de nos déchets devraient être des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Devraient être des activités de soins à risque infectieux. Mais ce qu'on constate dans nos contextes, c'est le contraire. Nous avons 75% de déchets, entre guillemets, qualifiés à risque infectieux et 25% qui n'en sont pas. Et il faudrait
tourner, en tout cas, surtout qu'on a un problème également par rapport à l'acheminement de ces déchets-là. On constate également que les conteneurs parfois ne sont pas adaptés à certaines activités chirurgicaux. Par exemple, les sondes pour faire des biopsies et tout. Ce n'est pas adapté. Et si vous pouvez voir ce safety box, c'est un safety box que nous avons récupéré du programme PEV, que nous utilisons, mais parfois, ce n'est pas adapté. Et parfois, le personnel également soignant, peut-être du fait de la contenance, donc ils remplissent, vous avez vu les aiguilles qui sont à l'intérieur. Donc, le degré de remplissage n'est pas respecté. Les accidents d'exposition au sang et au liquide biologique, le tri des déchets, c'est extrêmement important parce que si ce tri des déchets n'est pas effectué correctement, que des aiguilles sont jetées dans les poubelles, qu'il y a des objets coupants, piquants, tranchants qui y figurent, ça peut être en tout cas source de contamination. Et il y a une étude qui a été faite par un de nos infirmiers qui a obtenu le diplôme d'hygiéniste récemment et il s'est intéressé aux accidents d'exposition au sang et aux liquides biologiques. Et nous en avons profité pour enquêter 226 soignants sur leur connaissance sur les AES. Et quels sont les résultats? Sur les dents 226, on leur a posé la question, est-ce qu'ils ont été victimes d'AS durant les 12 derniers mois? Et 38% nous disent oui, mais un fait marquant, 40% du personnel soignant n'ont pas déclaré leur AS. Et dans le cadre de la revue de la littérature pour discuter les résultats, nous avons retrouvé des méta-analyses où c'est le même pourcentage, 48% au niveau mondial, des AES parfois ne sont pas déclarés. Nous avons également exploité les données du service sécurité santé au travail. Et au total, au niveau de Dalal Jamm, nous avons colligé 212 cas d'AES. Et ce qui est noté dans 90%, c'est par piqûre d'aiguilles de seringue. Aiguilles de seringue parfois qui sont abandonnées ou bien parfois au moment des soins, il y a un problème d'attention. Est-ce que le soignant portait également des gants? Et le plus souvent, ce qui se comprend, c'est 51%, ce sont les infirmiers, 21%, les médecins. Et un tiers de ceux qui ont été victimes des AES ont reçu des traitements antirétroviraux. Et ceci, c'est surtout quand l'aiguille ou l'objet, en tout cas piquant, coupant, tranchant, on ne connaît pas la source. Heureusement que nous avons eu zéro séroconversion. On leur a demandé, en tout cas, on s'est intéressé pourquoi les AES n'étaient pas notifiés et quelles sont les réponses. 20% trouvaient que la procédure était trop longue. Les patients chez qui on avait fait les soins, ils disent que les patients chez qui ils avaient fait les soins étaient des patients qui n'étaient pas graves. Parfois aussi, 14% ont dit qu'ils avaient peur. Qu'ils avaient peur de quoi? Ils ont peur de prendre des ARV, ils ont peur de connaître leur statut sérologique, ils ont peur en tout cas et ils préfèrent ne rien faire. Et parfois, il y en a qui disent qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et quand on leur pose la question, dans quel délai faut-il aviser le médecin du travail, dans 88%, ils te donnent une bonne réponse. 88% disent qu'il faut aviser dans les 24 heures. On leur a posé la question aussi, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement après un accident d'exposition au sang? Force est de constater qu'il n'y a que 36% qui ont donné une bonne réponse, c'est-à-dire laver à l'eau et désinfecter avec un antiseptique, ce qui montre en tout cas la nécessité. Donc là, nous avons déjà vu avec le médecin du travail comment dans les prochains jours, comment sensibiliser encore sur les AES, sur également le tri des déchets. En ce qui concerne la formation, comme l'a dit Gaël, il y a un problème, un déficit de personnel spécialisé en hygiène hospitalière. Est-ce que nous pourrons tous être formés? Mais s'il y en a parmi nous qui s'intéressent à cette problématique, il faudrait, moi à la base, je ne suis pas hygiéniste, hein, même si on m'a nommée coordinatrice du CLIN, il a fallu me former en hygiène hospitalière et l'hôpital Dalal Jamm a pris en charge notre formation. Et donc, j'ai été formée en 2023. Et grâce au plaidoyer et à la réceptivité, en tout cas, du directeur de l'hôpital et de l'administration, ils ont également accepté de former deux autres infirmiers qui étaient dans les soins, qui vont quitter maintenant les soins et aller au niveau du service d'hygiène hospitalière. Et vous pouvez voir sur cette diapositive les titres
de nos mémoires. Donc, moi, j'ai fait un travail sur les bactériémies en néonatologie. Les résultats de l'AES que je viens de vous présenter, qui ont été faits par Aimé Dembakar Gueye. Et ensuite, nous avons également évalué les pratiques de l'observation, de l'observance pour l'hygiène des mains et le port des gants en hématologie clinique avec le monsieur Mortala Gueye, qui est également infirmier. Et ils ont réussi brillamment cette année à leur formation. Juste puisque dans ce contexte de la résistance aux antimicrobiens, j'ai rajouté deux diapositives pour vous présenter les résultats de l'étude que nous avons eue lors de mon travail sur les bactériémies associées aux soins. On a trouvé une incidence cumulée de 12,5%, une densité d'incidence de 15,5% pour 1000 patients jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au moment où je faisais ma formation, en février, nous avons été alertés. Vous avez vu un pic, hein? Nous avons été alertés par le service de la néonatologie parce qu'ils avaient des cas groupés, en tout cas d'infection à bactéries multirésistantes. Donc, nous sommes allés au niveau du service, nous avons évalué l'incidence, nous avons fait une formation et nous avons mis en place des actions correctrices et on peut constater, vous avez vu, après la mise en place, on a eu un retour à la normale. Quand on fait un focus sur les caractéristiques biologiques, on se rend compte que ces germes qui avaient été isolés, dans 57% ces germes, donc un nouveau-né sur deux qui présente une infection associée aux soins, une bactériémie plutôt associée aux soins. Il s'agissait de bactéries multirésistantes et vous pouvez le voir sur cette diapositive, une prédominance des entérobactéries, donc entérobactères cloacae, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli. La formation, en plus de l'équipe du CLAN, de l'hygiène hospitalière, nous avons commencé des séances de formation en les axant surtout sur les précautions standards, formation aussi bien du personnel médical et du personnel paramédical sur les infections, les IAS, les précautions standards, la formation sur site. Nous avons choisi de changer un peu le type de formation, de ne pas faire des formations au niveau, comme on va dire, formel, c'est-à-dire convoquer tous les participants dans une salle, ensuite faire une pause café, pause déjeuner et que ça prenne en longueur. Nous avons développé un module de formation de 3 heures de temps où nous passerons en revue, en tout cas, certaines thématiques. Ce sont des présentations et on fait parfois des séances de démonstration du port de masque, de la friction des mains. Donc, au total, en tout cas, pour ces 2 années, nous avons pu former 274 personnes ont été formées dans différents services. C'est surtout les services médicaux. Nous n'avons pas encore commencé pour les services chirurgicaux, mais également pour les laboratoires. Et ici, sur cette diapositive, c'était le staff de la cardiologie. Dans ces formations, nous avions une stratégie. Au préalable, avant de démarrer la formation, nous réalisions un audit au niveau du service, c'est-à-dire qu'on venait de façon inopinée voir ce qui se passait dans un service pour pouvoir, au moment de la formation, leur restituer les bonnes pratiques et les pratiques à améliorer. Ensuite, nous avions, pour adapter vraiment la formation par rapport à la spécialité, on évaluait leurs connaissances et on terminait par des recommandations qui étaient envoyées au chef de service. Et cet audit nous permettait vraiment de bien cibler les messages lors de la formation. Par exemple, juste l'exemple, nous avons eu à faire ce travail-là au niveau du service de gynécologie. Arrivé au niveau du module de respect des mesures d'asepsie, ce ne sera pas le module que nous avons fait en néphrologie. C'est un module adapté à la gynécologie. Donc, nous sommes revenus sur toutes les règles d'asepsie à respecter au moment de l'accouchement, sur le sondage urinaire, sur les cathéters périphériques, la réparation des épisiots, la réalisation de l'échographie, les pansements de plaies de césarienne et les antiseptiques qu'on doit utiliser en gynécologie. Donc, pour voir qu'il y a une adaptation également du module de formation en fonction de la spécialité. Bien vrai qu'ils ont après des modules, il y a des modules pour toutes les spécialités. On revient sur l'hygiène des mains, on revient sur le bio-nettoyage, on revient sur les accidents d'exposition au sang, au liquide biologique, ça, et ensuite on fait des particularités en fonction des services. Pour l'évaluation des connaissances, je le disais tantôt, avant de faire la formation, donc ce qu'on faisait, on faisait tout pour évaluer les connaissances aussi, puisque l'hygiène des mains
75% des infections en pathologie infectieuse sont transmises par les mains et plus de 50% des infections associées aux soins. On s'était dit, en tout cas pour cette première année de formation, nous avons fait élaborer une grille euh, d'audit sur les connaissances et les pratiques sur l'hygiène des mains avec 20 questions envoyées par Google Forms au niveau du service et ce qui nous permettait également au cours de la formation d'insister sur les méconnaissances mais également ce qui nous permettait après la formation d'évaluer les progrès et de leur montrer à temps réel puisque avec Google Forms vous avez des schémas, vous avez des figures et on leur montrait à temps réel comment ont-ils répondu à certaines questions. Et quelles étaient les connaissances? Globalement, ce que nous avons remarqué, c'est que les connaissances sur les produits hydroalcooliques ne sont pas bien connues par les soignants. Donc, la majorité pensait que la friction hydroalcoolique est moins efficace que le lavage des mains. La friction hydroalcoolique désinfecte les mains, alors que le lavage des mains nettoie les mains. Donc, c'est différent. Mais également, ils ne savaient pas que ces produits hydroalcooliques, la majorité étaient efficaces sur les bactéries multirésistantes. On constate par contre qu'ils ont une bonne connaissance de l'indication. C'est pourquoi on fait une friction hydroalcoolique, est-ce qu'il faut faire une hygiène des mains avant le port de gants, après le port de gants. C'est vrai qu'ils connaissent, mais quand on a fait, par exemple, dans le cadre du travail, on se rend compte que quand on fait des enquêtes d'observation, malgré la connaissance, parfois les pratiques ne sont pas toujours respectées. Et ici, le lavage simple des mains, en tout cas, ils répondent que le port d'alliance diminue l'efficacité de l'hygiène des mains, mais nous avons pu constater en évaluant le port de tenue que parmi les soignants, il y a quand même plus de 40% qui portaient soit des montres, des bijoux. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, les montres ne sont pas des simples montres. Les montres maintenant, ce sont des montres connectées, ce sont des téléphones. Comment faire en tout cas, normalement, qu'il s'agisse de montres connectées, de montres, de bracelets, de bijoux, de bagues, tout doit être enlevé au moment des soins. Et on leur a posé la question par rapport à leur pratique et qu'est-ce qu'ils ont répondu pour leur pratique. Euh, pour, pour les pratiques, donc, on leur a posé la question par rapport aux pratiques et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que la majorité disent qu'ils font toujours un lavage au savon. Donc, 47%, toujours friction 14% et 39% autant friction. Et on s'est intéressé pourquoi il n'y avait que moins de la moitié qui faisait toujours la friction. Et ils ont répondu que l'indisponibilité de la solution hein, était l'une des principales raisons avancées par le personnel soignant. Donc, au total, par rapport à cette hygiène des mains, nous avons constaté qu'il y avait une bonne connaissance de l'hygiène des mains, des indications. Par contre, l'efficacité de la solution hydroalcoolique était moins connue. Les prérequis n'étaient pas toujours respectés. Ils préféraient le lavage des mains. Et cette préférence du lavage des mains, on le voit même dans les services qui ont déjà été formés. Par exemple, je peux passer dans un service où ils ont la solution hydroalcoolique sur les chariots, mais vous allez voir que quand ils vont faire les soins, ils repartent toujours aller se laver les mains. Et comme je dis, avec ce lavage des mains, le problème qui va se poser, c'est le séchage des mains. Mais parfois également, comment sont constitués les points d'eau? Il y a de l'eau partout qui s'éclabousse par terre, tout autour du point d'eau, et ce qui pose problème. Il se pose également le problème de la disponibilité de la solution hydroalcoolique. Il est vrai que depuis plus d'un an maintenant, un an, on va dire plutôt, nous avons démarré la fabrication de la solution hydroalcoolique au niveau de Dalalja. Cette fabrication nous pose, en tout cas, on gagne 500 francs parce que 1 litre nous coûte 2500 à l'achat. Quand on le fabrique, ça nous revient à 2000. Donc, ça veut dire que nous avons un gain de 500 francs. Maintenant, l'autre souci que nous avons par rapport à la fabrication, c'est tout ce qui concerne les flacons.
le dispositif de désinfection, de recyclage des flacons qui peuvent, comme me l'a signalé Gaël, qui peuvent être source de contamination. Donc, est-ce qu'on veut gagner 500 francs de plus, de moins 500 francs? Bon, ça a l'air petit, mais si on le calcule en nombre de litres, ça peut être bénéfique en tout cas. Mais également, si ça doit créer un risque infectieux, peut-être mieux réfléchir en tout cas sur tout le circuit de fabrication des flacons avant de continuer la fabrication et également l'absence de support de communication que nous allons incessamment corriger. Les protocoles, tout ce qu'on fait en milieu hospitalier doit être basé sur des protocoles. Parce qu'aujourd'hui, quand on évalue les pratiques, cela suppose qu'il y a des protocoles. Parce que si moi, en tant que soignant, je suis évalué sur la mise en place du cathéter, cela suppose que j'ai été formé et que je sais quel est le protocole que je dois appliquer. Comme disait tantôt Gaël, les protocoles par rapport au bio-nettoyage, on fait en place des protocoles, on forme ces services externes et ensuite on les évalue. On les évalue en leur disant, ben, chez nous, on vous a dit que si nous voulons un bio-nettoyage, voici ce que vous devez respecter. Donc, nous avons commencé. Il faut dire que quand même, les protocoles, il y en a beaucoup, beaucoup. Il faut prioriser. Donc, notre objectif d'abord, c'est d'abord de rédiger tous les protocoles en ce qui concerne les précautions standards. Donc, nous avons rédigé, vous pouvez voir, j'ai juste mis la capture d'écran, donc que nous avons eu à réaliser, conduite à tenir chez un patient porteur de bactéries multirésistantes ou de BHRE. Ensuite, la gestion des déchets, nous avons commencé la rédaction de protocoles, le bio-nettoyage, donc de tout, les accidents d'exposition au sang. Ici, vous avez la page de garde du manuel de procédure du bloc. Donc, Dalal Jamm a ouvert son bloc central il y a à peu près quelques mois de cela. Donc, avant son ouverture, il a été jugé bon d'écrire un manuel de procédure. Donc, nous avons participé à l'élaboration de ce manuel de procédure en ce qui concerne l'hygiène des mains, le bio-nettoyage du bloc opératoire, et ensuite, nous avons, suite à mon mémoire, donc j'ai commencé à rédiger des protocoles en néonatologie, notamment l'entretien des incubateurs et les produits désinfectants et détergents. Euh, L'une des particularités également de l'hygiène hospitalière, qui, en mon sens, également est une bonne chose, c'est-à-dire que l'hygiène hospitalière, on est formé euh, de manière générale sur l'hygiène hospitalière. Mais on se rend compte que l'hygiène hospitalière est particulière en fonction de chaque spécialité. Chaque spécialité a son hygiène hospitalière. Et c'est pour ça que dans la rédaction de ces protocoles, il faudrait que les spécialistes eux-mêmes, par exemple, quand je vais aller en néphrologie, il faudra obligatoirement qu'ils aient tous les protocoles en ce qui concerne les cathéters, le soin des cathéters, leur mise en place, le sondage urinaire, parce qu'on sait que ce sont ces soins-là qui sont beaucoup plus fréquemment réalisés dans ces services-là. En ce qui concerne la sensibilisation, lors de la journée mondiale de l'hygiène des mains cette année, nous avons, parce que l'hygiène des mains, ça se fête, la journée mondiale, donc nous avons diffusé, nous avons réalisé une vidéo sur l'hygiène des mains à l'occasion de cette journée, le 5 mai. Et durant cette, donc ici, vous avez tout le staff de l'hygiène hospitalière, en tout cas ceux qui sont dans le service d'hygiène hospitalière, donc moi-même, Madame Kumbasa, qui est le chef de service, préventionniste, Roudia et notre qualiticienne que j'ai oublié parmi le personnel. Donc, notre service, nous avons comme avantage d'avoir une qualiticienne dans le service d'hygiène hospitalière et le directeur de l'hôpital qui est au centre, Monsieur Moussa Samdaf. Donc, nous avons élaboré cette vidéo de 5 minutes où nous sommes revenus sur l'importance de l'hygiène des mains, sur le quand, le comment et le pourquoi de l'hygiène des mains. Et je pense qu'également, je tiens également à féliciter, je ne sais pas si le staff de l'hôpital principal est là, le service de l'hôpital l'hôpital principal de Dakar avec son CLIN et également le service des maladies infectieuses qui ont eu cette année lors de la semaine de la résistance, en tout cas aux antimicrobiennes, ils ont eu à diffuser très, très belles vidéos, aussi bien en français et en Wolof, en tout cas pour sensibiliser les soignants, le personnel, la population sur la consommation des antibiotiques et sur la résistance aux antibiotiques. Nous avons également donc élaboré des affiches
que nous n'avons pas encore diffusé sur l'hygiène des mains. On sait que le port de bijoux, en tout cas, pose un problème. Donc, cette campagne zéro bijoux, avant les soins, je pose mes bijoux. Et ensuite, nous avons également élaboré des affiches déclinées en fonction des spécialités. Donc, vous pouvez voir l'affiche en bleu, c'est destiné au service de pédiatrie. L'affiche en marron, on a ce joli chirurgien avec son joli sourire. Et donc, pour les services de chirurgie, nous avons également des affiches roses pour le service de gynécologie et vert pour le service de médecine. Et sur ces affiches, nous insistons sur l'importance de l'hygiène des mains, sur les indications et sur les deux méthodes pour faire une bonne hygiène des mains. Le bloc opératoire, dans le cadre du bloc opératoire, des affiches seront apposées au niveau des murs pour sensibiliser. Ces affiches donc concernent les règles comportementales en salle d'opération, éviter les va-et-vient, limiter le nombre de personnel, respecter le temps de nettoyage, les règles de bonne conduite et également on revient sur les mains, le port de bijoux, également l'importance de l'hygiène des mains au niveau du bloc opératoire. Quelles sont nos prochaines étapes? Pour terminer, nos prochaines étapes. Premièrement, je pense que nous ne pouvons plus continuer, nous ne pourrons pas continuer toutes ces activités sans pour autant y associer la surveillance de ces IAS et de la résistance bactérienne. Donc, au niveau du Sénégal, il y a des outils qui ont été validés récemment. Quand je dis récemment, donc il y a à peu près, je pense, plus de 8 mois qu'ils ont élaboré des outils. Ensuite, ces outils ont été testés dans certains hôpitaux. Et ensuite, il y a eu un séminaire récemment, à peu près moins de 15 jours, en novembre 2024, donc il y a 15 jours de cela, où ils ont validé des outils nationaux pour la surveillance des IAS et la résistance bactérienne. Et donc, normalement, ce qui est planifié dès janvier 2025, cette surveillance va démarrer. Ceci nous permettra à terme d'avoir une meilleure connaissance de l'écologie bactérienne, de proposer également des lignes directives adaptées à nos hôpitaux et d'avoir des rapports semestriels et de voir également derrière l'impact de toutes les activités en termes de réduction de ces infections associées aux soins. On a comme avantage, dans le cadre du programme de la sécurité mondiale, il y a le service des maladies infectieuses qui a bénéficié d'une bourse, donc le bourse du programme Flaming Fund Fellowship, donc qui nous permettra en tout cas la boursière, grâce à cette bourse, pourra mener des activités dans ce sens. Euh, il faudra obligatoirement que nous puissions mettre en place, parce que le bras armé du clin, c'est deux équipes. C'est l'équipe opérationnelle d'hygiène et la commission d'antibiothérapie. Donc, nous avons demandé, et là, nous avons la liste déjà, que chaque chef de service nous envoie le nom d'un point focal hygiène. Et nous l'avons dit, il n'y a pas suffisamment de personnel. L'hôpital, il est extrêmement grand. Je pense qu'il faudrait mettre à contribution tout le personnel soignant. Donc, il faudra qu'il y ait un point focal hygiène au niveau de chaque service. Ce point focal sera formé. Donc, nous allons décider d'organiser une formation pour cette équipe opérationnelle d'hygiène. Cette fois-ci, ce sera une formation très formelle sur 2 jours, vraiment où nous allons aborder et ensemble avec cette équipe opérationnelle d'hygiène, nous allons maintenant décliner notre feuille de route pour l'année 2025. Pour réduire le niveau de résistance aux bactéries et aux antibiotiques dans l'établissement, il faudra que nous avons démarré, nous avons un service de maladies infectieuses, donc les médecins sont souvent appelés systématiquement dans certains services pour la prescription des antibiotiques, mais nous voulons mieux formaliser cela en mettant en place une équipe mobile d'antibiothérapie. Donc, parmi le personnel, il y en a déjà 3 qui ont un DU en antibiothérapie, en antibiorésistance. Et donc, ce qui a comme objectif, c'est vraiment de rationaliser la prescription des antibiotiques, de non seulement en plus de rationaliser, mais également de favoriser une prescription des antibiotiques de qualité. Donc, d'appuyer les prescripteurs sur la prescription des antibiotiques, organiser des formations. Et ces formations-là également se feront. On est en train de réfléchir. Est-ce que ça va se faire par service ou bien on prend tout? Je préfère qu'on le fasse par service. Et comme je disais, on adapte la formation à la spécialité. Si on vient dans un service
de cardiologie. On fera tout ce qui concerne l'antibiothérapie au cours des endocardites. Par exemple, on parlera bien évidemment des infections euh, sur cathéter. Quand on ira au niveau du service de néphrologie, des infections urinaires sur ces patients qui sont sondés, des infections également sur cathéter. En tout cas, on est en train de réfléchir. En chirurgie, on va beaucoup plus insister sur l'antibiorésistance et également sur les infections sur site opératoire. Et ensuite, il y a déjà une étude pour laquelle on a demandé un financement. Nous espérons l'obtenir dans le cadre d'un mémoire de maladies infectieuses où nous allons déjà évaluer la qualité de la prescription des antibiotiques au niveau de l'hôpital d'Al-Adjam, ce qui nous permettra d'avoir déjà une analyse situationnelle sur cette prescription des antibiotiques. Quelle est la prévalence? Quels sont les antibiotiques euh, 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 qui sont prescrits, mais également ce qui nous permettra de savoir est-ce qu'elle est de qualité ou pas. Nous allons continuer le renforcement de la formation du personnel en formant tout le reste du personnel. Nous n'allons pas oublier le laboratoire, mais au préalable, nous allons, comme toujours, on va évaluer d'abord ce qui se passe d'abord au laboratoire avant de mettre en place cette formation et également former tout le bloc central. Renforcer, continuer la sensibilisation. Nous sommes en train de réfléchir. Est-ce qu'il faudra faire des semaines à thème ou des mois à thème? En tout cas, parmi les thèmes que nous avons déjà identifiés, c'est une campagne zéro bijou. Vous pouvez voir, ça, c'est le comité de lutte sud-ouest en France, hein, lors de la journée où ils disent déshabille-moi. Vraiment, c'était par rapport à la promotion de la sensibilisation, sur la sensibilisation pour zéro bijou. Donc, ensuite, zéro AES également. Nous allons sensibiliser. Zéro AES également sensibiliser sur ce qu'il faut faire, mais également sensibiliser sur le tri des déchets. Et nous sommes en train de penser peut-être que cette sensibilisation-là pourrait se faire lors des staffs médicaux. Si les chefs de service nous le permettent, nous pouvons, par exemple, à l'occasion d'un staff ou d'une revue de la littérature, revenir sur une thématique bien particulière. Et ceci sera facilité par le point focal le point focal du service sera notre porte d'entrée. C'est lui qui va nous dire qu'est-ce qu'il a remarqué, quelle thématique nous devrions aborder, et c'est lui qui va évaluer au quotidien également ce qui se passe dans son service. Développer également une politique d'auto-évaluation et d'évaluation de la qualité des pratiques. Donc, j'ai parlé de la surveillance des antibiotiques, auditer les soins, l'hygiène des mains, comment se font les soins, la gestion des déchets. Et ce que nous voudrions, c'est vraiment valider, élaborer et valider avec l'accord de tous les chefs de service une grille d'évaluation du respect des précautions standards et de la qualité des soins et définir un score. Un score qui sera publié soit de façon semestrielle à tous les services afin qu'ils puissent savoir voilà, où est-ce qu'ils en sont. Peut-être que ça peut être également une source de motivation, peut-être en définissant, comme on dit, une sanction positive avec une coupe ou bien avec une récompense qui est réservée au service qui a un meilleur score. Continuer bien évidemment à rédiger les protocoles. Ces protocoles ne pourront pas être rédigés uniquement avec le service d'hygiène. Il faudra obligatoirement que le service des soins infirmiers, eux, ils ont déjà des protocoles. Peut-être maintenant, ce qui nous reste, c'est vraiment de les valider et également les services médicaux et chirurgicaux. Le bionettoyage, hein, nous avons prévu de rencontrer tous les prestataires de bionettoyage externe, de sensibiliser les techniciens de surface, de former parce qu'au niveau de Dalal Jamm, en plus de ces techniciens de surface, il y a certaines parties qui sont réservées à nos agents, qui sont contractualisés par l'hôpital. C'est l'agent de propreté d'hygiène qu'on appelle peut-être par excès hygiéniste et également sensibiliser les soignants sur la gestion de l'environnement. J'ai juste voulu rajouter également cette diapositive. L'hygiène hospitalière, il a un coût extrêmement important qui peut-être parfois les hôpitaux peuvent avoir des difficultés pour pouvoir, en tout cas, avoir les moyens financiers. Et il faudrait obligatoirement, moi, à terme, ce que je vois, il faudrait qu'on puisse avoir un partenariat. J'ai envie de dire au niveau des sociétés privées, ils ont une partie normalement qui est réservée à cela, qui est réservée en tout cas au service rendu à la société. Faire un plaidoyer au niveau de ces services, voilà, rencontrer certaines fondations, leur expliquer cette problématique des infections associées aux soins, parce que cela, il y a un coût, ça c'est juste à titre indicatif, hein. Je me disais que ça aurait été bien qu'on ait des distributeurs de solutions hydroalcooliques dans chaque chambre, des écrans de sensibilisation pour passer des spots publicitaires
tournante quand on parlait tantôt des accompagnants. Ils sont là, ils attendent parfois plus de 2 heures, 3 heures de temps avant que le médecin puisse les consulter. Donc, ils peuvent avoir on peut avoir des téléviseurs où il y a des écrans de sensibilisation qui peuvent passer, même parfois sur des pathologies qui sont en cours, hein. Actuellement, on a de la dengue, on va mettre des sorties sur la dengue. On peut mettre également sur l'hygiène, l'importance de l'hygiène des mains, des chariots également de ménage, l'incinérateur sans fumée. Actuellement, nous n'avons qu'un banaliseur. Et le banaliseur, son utilisation est un peu compliquée parce que il peut tomber rapidement en panne s'il n'y a pas un bon tri des déchets. Donc, en tout cas, on souhaiterait avoir un incinérateur sans fumée, comme l'a obtenu l'hôpital Fan, des filtres à eau, parce que nous ne connaissons pas également la qualité de l'eau, de l'eau courante, hein. Le niveau de contamination, je dis, par rapport à les légionelles, ça aurait été bien d'avoir des filtres, surtout dans les secteurs qui sont, pardon, on ne va pas mettre de filtres sur tous les robinets, mais au moins au niveau des secteurs sensibles, notamment la néonatologie, notamment le bloc opératoire et également en réanimation. Et pourquoi pas avoir des bionettoyeurs vapeur, le nettoyage à la vapeur qui permet en fait d'utiliser moins d'eau, pas de détergent. Ce nettoyage à la vapeur pourrait être très, très bénéfique, j'ai envie de dire, sur 2 services ou 3 services, c'est-à-dire en néonatologie. Surtout pourquoi en néonatologie? Parce que nous savons que ces détergents également sont des perturbateurs endocriniens et qui peuvent avoir un impact sur ces nouveau-nés-là. Et également, pourrait utiliser ces bionettoyeurs à vapeur en réanimation et pourquoi pas pour le bio-nettoyage du bloc opératoire. Et vous avez vu juste un titre indicatif, j'ai beaucoup de choses que j'ai même eu à enlever dans le cadre de cette présentation. On est déjà à autour de 30 millions. En conclusion, j'ai partagé, en tout cas, j'ai eu le plaisir de partager avec vous ce que nous faisons depuis 2 ans au niveau de Dalal Jam. Nous avons démarré nos activités depuis 2 ans. Ces activités ont été vraiment focus sur tout ce qui était analyse de la situation, donc portant sur la formation, sur la sensibilisation, mais il nous reste encore plusieurs défis à relever. On va y aller step by step. Et envie de dire qu'en hygiène hospitalière, c'est un éternel recommencement parce que parfois, on voit même dans des services qui ont été formés, donc il y a toujours cette nécessité de rappeler, de faire un suivi de la formation. C'est un domaine d'activité qui est extrêmement intéressant et qui est vraiment nécessaire dans nos hôpitaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Louise Fortes. Je pense que je dois donner la modération à professeur Camara pour animer un peu, parce qu'on ne peut pas être juge et partie en même temps, étant de Dalal Jam aussi. Donc, je vais laisser la parole à professeur Camara pour gérer la modération. Merci beaucoup, professeur Lawa, pour me donner cette patate chaude-là. Donc, parce que c'est vraiment une question très holistique. Et je voulais vraiment féliciter l'hôpital d'Al-Jam à travers le professeur Fortes, hein, les efforts qui sont mis en place pour vraiment prendre à bras le corps la problématique des infections nosocomiales, pour ne pas dire infections associées aux soins. Donc, ça, c'est vraiment un exemple à suivre, hein, pour les autres établissements de santé publics, notamment. Donc, nous allons demander à la communauté, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à la présentation du professeur Lopez? Je vois, bravo, est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Il y a aussi Aïssa Sow. Sinon, Aïssa, vous avez la parole. Tout le monde. Mon nom est Aïssa Sow. Je travaille à l'hôpital Fan, plus précisément au service des maladies infectieuses, D'accord. infirmière. Voilà, tout d'abord, je tenais à féliciter le professeur Luis Fortes pour la brillance de sa présentation et aussi faire quelques commentaires. En fait, pour venir à bout, effectivement,
de ce pourquoi nous sommes tous ici, il est important d'insister sur la formation parce que, elle l'a dit, c'est un secteur qui demande que les gens soient tout le temps en veille et dont les connaissances aussi ne sont pas statiques parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles directives et autres. Donc, le fait d'insister sur la formation, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment opportun. Autre chose aussi, je voudrais, bon, je pense que le bio-nettoyage des locaux de soins est quelque chose de vraiment important parce que par expérience, très souvent, nous voyons que les agents d'hygiène, on m'entend? S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas la parole peuvent mettre le micro sur mute. Si, Bonjour, est-ce qu'on m'entend? allez-y, Madame Sao. Ah, d'accord, d'accord, je pensais qu'on ne me percevait pas. Non, Voilà, donc je disais que le bio-nettoyage des locaux de soins est vraiment important. Et je suis en train de penser, est-ce qu'il ne serait pas, disons, euh, qu'il y ait des sociétés, s'il vous plaît, qu'il y ait des... ok. S'il vous plaît, Adèle, pouvez fermer votre... D'accord. Aïssa, vous pouvez répondre, hein, surtout pour la question là. Voilà. Madame Sao, Oui, oui, bonjour. pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît, la question que vous avez adressée à professeur Lopez? Ah, d'accord. D'accord. En fait, c'était d'abord, la question n'est pas encore arrivée. C'était des suggestions, des contributions que je voulais faire, je disais. Hmm? Voilà. En fait, je me disais qu'il faudrait que, vu l'importance du bio-nettoyage des soins, qu'on apprenne bon, à contractualiser avec, disons, des sociétés spécialisées en la matière, parce qu'on sait que le bio-nettoyage répond à des normes qui ne sont pas les mêmes. Professeur Louise a eu tantôt à le souligner, à savoir le balayage humide et d'autres précautions qu'il faut prendre. Mais très souvent, ce qu'on voit au niveau de nos structures, c'est que le nettoyage se fait comme s'il s'agissait d'un nettoyage domestique. Moi, je me dis que pour arriver à nos fins, il serait temps que l'on commence à réfléchir sur la question, à savoir contractualiser vraiment avec des sociétés qui proposent des gens qui ont vraiment été formés en la matière. Voilà. Maintenant, par rapport à la présentation du professeur Luis Fortes, toujours, la question que j'avais, c'était par rapport aux résultats concernant les accidents d'exposition aux soins qu'elle a tantôt dévoilés. Je voudrais savoir s'il y a eu des cas concernant effectivement les agents de nettoiement. Voilà. Sinon, merci pour la brillance de la présentation, comme j'ai eu à le dire tantôt. Merci. Merci bien, Madame Sao. Je donne maintenant la parole à Gaël Diallo s'il y a des questions ou des clarifications ou bien des commentaires. Voilà. Gaël, vous avez la parole. Oui, merci encore. Vous Je avez la voulais dire parole. franchement, bravo, c'était une très belle présentation. Merci à professeur Fortes. Beaucoup d'informations qui se complètent. Et moi, c'était juste un commentaire que je voulais faire ici. C'est vraiment, comme on dit, le takeaway. Vraiment, le point le plus important que je prends par rapport à la présentation de professeur Fortes et qui est important ici, c'est de mettre en place la PCI, c'est un travail de collaboration. Ce n'est pas juste un bureau qui le fait tout seul. Et comme professeur Fortes l'a si souvent indiqué
durant sa présentation à tous les niveaux. Il faut une collaboration pluridisciplinaire. Les personnes qui ont les compétences dans les services, les personnes qui sont spécialisées, les médecins, les infirmiers, les gens de la qualité, le personnel de la PCI doivent se mettre ensemble pour écrire les protocoles. Il ne faut surtout pas tomber dans l'approche où les protocoles et les guidelines sont écrits dans un bureau de la PCI, du service de qualité et après dispersés ailleurs. Non, 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 il faut que ce soit vraiment une collaboration pour que ça tienne, pour que ce soit partagé et pour que on adresse vraiment les barrières, les difficultés à la mise en place des techniques de la PCI. Parce qu'on a besoin de ce retour du personnel soignant pour pouvoir mettre en place les meilleures pratiques. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter ici. Donc merci énormément, professeur Fortes, pour ça. Merci beaucoup pour cette recommandation très pertinente. Professeur Awa, Merci beaucoup, professeur Camara, pour la parole. Bon, ma question, en fait, c'était pas une question, c'est une contribution par rapport à la formation. Donc, je joins l'avis de Aïssa Sow par rapport à la formation du personnel. On continue à former, communiquer, former davantage. Par rapport au bio-nettoyage, j'ai toujours plaidé pour qu'on ait des équipes en interne. Donc, beaucoup d'entre c'est ce que je disais tout le temps avec professeur Elisabeth de l'AREA. Les hôpitaux doivent pouvoir avoir des équipes hygiénistes, des gens qui sont formés au bio-nettoyage et qui sont redéployés dans les unités de soins intensifs. Parce que ce qui se passe avec les équipes qu'on contracte par rapport au nettoyage, c'est un personnel qui est souvent changeant, parce que les salaires sont souvent dérisoires. Donc, on pourra former et avoir une nouvelle équipe au bout d'un mois. Donc, je plaide pour que tous les hôpitaux puissent avoir des équipes tournantes qui sont formées au bio-nettoyage. Ça pourra réduire les infections associées aux soins. La question que je voudrais poser à professeur Louise, c'est que comme c'est un comité qui est nouveau et que vous travaillez avec la division qualité du ministère de la Santé, qui s'occupe de l'hygiène, est-ce qu'il n'y aurait pas une prise en charge ou bien un accompagnement par rapport aux ressources dont vous aurez besoin euh, sur le plan de la prévention, avec le Pronalin, par exemple? Donc, je repasse la parole. merci bien, professeur Awa, pour cette contribution et la question adressée au professeur Lopez. La parole est au professeur Senobou, ensuite sera à Luce NLD. Hein. D'abord, professeur Senobou. Professeur Senobou, vous avez levé la main. Rebonjour. Oui, merci beaucoup, professeur Camara. Rebonjour à tout le monde et toutes mes félicitations au professeur Louis. Bon, je ne suis pas féministe, hein, mais je puis dire que les sessions depuis hier à aujourd'hui, les sessions animées par les dames, vraiment, ce sont des sessions très excellentes, très importantes et qui peuvent contribuer à la lutte contre la rame. Je vois le professeur Boy en train de mais en tout cas, c'est vraiment pour magnifier l'excellent travail abattu par notre sœur professeur Louise. Et c'est ça, on nous attend sur ça, parce que sur quoi on nous attend, c'est sur des actes vraiment concrets. Et moi, j'ai bien aimé le fait d'adapter les formations à la spécialité. Parce que chaque service a sa réalité. Ce qui est valable dans un service peut ne pas l'être dans un autre service. Et en fonction des personnes qui fréquentent les services également, les réalités changent. Et donc, moi, vraiment, je tends la main à tout le monde et je lance un appel également à tous les infectiologues, les microbiologistes. Il faut qu'on travaille ensemble parce que professeur Louise, elle est infectiologue. Elle a commencé un travail excellent et il faudrait que les microbiologistes également, prof Awa et autres, qu'on collabore ensemble pour générer des données. Parce que tant qu'on n'aura pas des données factuelles sur les bactéries qui circulent dans nos structures, sur les profils de résistance, et ça nous permet même de faire une évaluation après la formation, après la mise en place. Et on verra bien qu'il y aura une nette amélioration. Et donc, vraiment, c'était des mots de remerciement. Je suis vraiment très contente. J'aimerais bien être avec vous. Et félicitations à toutes les grandes dames. Félicitations également à tous ceux qui ont intervenu. Merci beaucoup.
Merci, professeur. Nous sommes aussi des féministes, hein. Donc, nous sommes avec des dames aussi, hein. Bravo aux dames, hein, pour le travail, parce que tout ce qui est dirigé par les dames marche, hein. Donc, nous sommes derrière vous, hein. Voilà. Tout à fait. Ramus, vous avez la parole. Je ne vois pas, est-ce qu'il est encore sur le truc connecté? Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la communauté? Non, professeur Awa vous prendre la parole pour une question complémentaire. J'ai juste une précision pour professeur Louise. Est-ce que dans l'équipe qui est constituée, il y a un responsable de la gestion des déchets biomédicaux à Daladjam? Ok. Merci, professeur Awa. Bon, je pense qu'on va laisser la parole au professeur Lopez pour apporter des éléments de réponse par rapport aux commentaires et aux questions. Avant de rouvrir notre plage pour des commentaires, s'il y en a, bien sûr. Professeur Lopez, dans la parole. Et, merci beaucoup. En tout cas, je remercie la société de nous offrir vraiment l'opportunité de partager avec vous ce que nous faisons au niveau de l'hôpital, ce que l'hôpital d'Al Aljam, en tout cas, est en train de faire en termes de prévention sur l'hygiène hospitalière. Je pense que l'une des premières questions, Aïssa Sow, que je salue au passage, infirmière, hein, elle ne l'a pas dit, mais actuellement, elle a commencé également la formation en hygiène hospitalière. Donc, elle va bientôt rejoindre le groupe des hygiénistes, même si elle est dans un autre hôpital présentement. Je pense que vous êtes revenu sur tout ce qui concerne en tout cas l'importance du bio-nettoyage. Et ce bio-nettoyage, je pense que vous avez posé la question, est-ce que parmi les agents de surface, est-ce qu'il y en a qui ont été victimes? Oui. Et le problème de ces agents de surface, non seulement ils peuvent être victimes d'accidents d'exposition au sang, mais parfois ils peuvent ne même pas comment dire, évaluer la gravité. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire quand elles sont victimes. Et ça, il nous est arrivé parmi ce personnel-là d'avoir des accidents d'exposition, en tout cas au sang, par piqûre de seringues ou d'aiguilles abandonnées. Professeur Awa est revenu sur le fait que est-ce que nous avons l'appui du ministère de la Santé? J'avoue, jusqu'à présent, non. Euh, pas encore. Parce que apparemment en matière de prévention, en tout cas d'appui des hôpitaux, il y a beaucoup de d'ONG, de partenaires qui appuient. Dalaldiam n'a pas encore bénéficié d'appui. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'on nous clashait la dernière fois. Dalaldiam n'a pas de service d'hygiène hospitalière, n'a pas de client parce qu'ils n'ont jamais reçu nos rapports. Ça, c'est un fait depuis qu'on a commencé les activités. Mais là, pour cette année 2024, nous sommes en train de préparer un rapport pour leur montrer déjà que nous existons réellement, que nous avons eu à faire des choses et nous allons essayer de voir avec eux comment avoir un partenaire pour nous accompagner. Et je pense qu'on ne se limitera pas uniquement à un rapport écrit. Moi, ce que je planifie, c'est vraiment d'aller à leur rencontre ou bien de les inviter à l'hôpital et de faire la même présentation, qu'on puisse discuter, parce qu'envoyer un rapport, je dis que c'est très impersonnel, mais qu'on puisse vraiment discuter et voir comment nous accompagner pour améliorer les choses. Par rapport à la gestion des déchets biomédicaux, oui, il y a quelqu'un qui est chargé de cette gestion des déchets biomédicaux. Monsieur Fall, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, c'est lui qui gère tout ce qui est gestion des déchets biomédicaux. Je peux après te donner son contact. C'est lui, normalement, qui est responsable de la gestion des déchets biomédicaux. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Je vois une question de Luce et qui posait la question. Merci pour les félicitations. Quelles pourraient être les conséquences dans un laboratoire si on ne respectait pas les codes couleurs des déchets? Ben, si vous mettez des déchets, si vous ne respectez pas les codes couleurs, c'est-à-dire que vous utilisez par exemple des seringues, par exemple déjà. Les codes couleurs, bon, les seringues, c'est au niveau des OCPT, mais que vous mettez des tubes de sang à l'intérieur de sachets rouges, c'est du matériel potentiellement contaminé et que cela soit déversé au niveau des déchets ménagers, cela pourrait poser problème.
comment doivent être éliminés les tubes de sang et les objets tranchants. Les objets tranchants, aiguilles, piquants, coupants, tranchants, ça, c'est au niveau des OCPT, donc objets piquants, les boîtes de sécurité, et ces boîtes de sécurité doivent être incinérées. Maintenant, pour les tubes de sang, ça, c'est la bonne question. Je suis incapable de vous dire où passent les tubes de sang. Comme je dis, je pense que durant ces 2 années-là, le laboratoire a été un peu laissé en rade. Donc, peut-être professeur Awa pourrait nous dire où sont leurs tubes de sang. Et peut-être à cette question-là, professeur Camara, qui est spécialiste en qualité au niveau, en biosécurité, biosécurité au niveau des laboratoires, pourrait éventuellement compléter cette réponse. Quel doit être le rôle des patients dans la prévention des IAS? Je regarde dans le chat. En fait, en Europe, parmi les indicateurs qui sont évalués, normalement, à chaque fois qu'un patient est admis à l'hôpital, on devrait l'informer sur tout ce qui concerne l'hygiène des mains. Et l'indicateur est lequel? C'est le pourcentage de patients ayant reçu une information sur l'hygiène des mains. Ça, c'est un indicateur. Tout patient qui est admis, j'ai envie de dire chez nous, ça doit être le pourcentage de patients ayant reçu une information sur l'hygiène des mains, le pourcentage d'accompagnants ayant reçu une information sur l'hygiène des mains, le rôle du patient, l'hygiène même du patient en tant que tel, son rôle, s'il tousse, il doit porter un masque, il doit faire une bonne hygiène corporelle et cela pourrait diminuer en tout cas les infections associées aux soins. Merci. Merci beaucoup pour ce reprise aux questions qui ont été apportées. Je n'ai pas bien suivi la question concernant le taux de sang, c'est dans le chat. Hein? Donc, les questions sur le chat, il dit qu'en fait, quelles pourraient être les conséquences si un laboratoire ne respecte pas les codes couleurs des déchets et où est-ce qu'on devrait éliminer les tubes de sang? Bon, les objets piquants coupants, ça, je l'ai déjà dit, mais les tubes de sang, ils sont éliminés où? D'accord, merci bien pour. Je pense il faut d'abord avoir vraiment comment en place le système de tri des déchets. Les objets pointus, les récipients appropriés. Il va falloir utiliser d'abord les éléments pour le laboratoire, mais il y a également des procédures pour l'incinération, etc. Je pense que pour ça, il va falloir d'abord les autoclaver. Il faut d'abord des récipients appropriés pour cela. Les autoclaver pour éliminer tout risque de contact avec euh, le produit biologique contenant potentiellement des pathogènes, parce qu'il faudrait considérer les produits pathologiques, enfin les prélèvements, ne pas dire produits pathologiques en microbiologie, potentiellement dangereux. Même les sangs destinés à des analyses de biochimie ou d'hématologie doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Donc, il va falloir prendre les mêmes précautions que concernant, par exemple, les prélèvements destinés aux recherches de pathogènes dangereux, dont le VIH ou des bactéries multirésistantes. Donc, il y a des protocoles qu'il faut mettre en place, vraiment mitiger ces risques-là et former le personnel laboratoire, mais également le personnel qui gère les déchets biologiques. Et c'est cela qui pose le plus de problèmes. Peut-être que le personnel laboratoire est plus ou moins formé en biosécurité, mais contre le personnel euh, qui est proposé généralement, ce sont des personnels de techniciens de surface qui ne sont pas formés, dont la plupart d'ailleurs sont des analphabètes parfois. Donc, il va falloir les former sur les risques que représentent les produits biologiques de laboratoire. Leur enlèvement, leur transport vers les sites de décontamination ou d'incinération, tout cela, ils doivent être capacités pour cela. Et comme vous l'avez dit, donc, il y a vraiment un besoin de formation.
pense que les compétences existent au Sénégal dans les différents domaines de la biosécurité et la biosécurité, aussi bien en milieu de soins que dans le système de laboratoire. Je pense que c'est vraiment intéressant de proposer des formations à nos personnels de santé de façon globale, hein, sans occulter également les besoins de formation et les risques également dans les autres environnements, notamment en santé animale, et également ce qui travaille dans l'environnement. Voilà. Je ne sais pas si le professeur Aouba a autre chose à ajouter. Sinon, je vais donner la parole à Descartes s'il y a des questions ou des commentaires. Je rappelle juste que le professeur Lepez et moi sommes chargés des questions de biosécurité, hein, parce que nous sommes dans le conseil scientifique du Comité national de dons et de transplantation d'organes. Nous avons été sollicités pour des procédures notamment en hygiène et biosécurité concernant le don de Cornéa, Thomas. Parce que nous, voilà. Donc, Descartes, vous avez la parole. Merci. Oui, merci. En fait, vous avez déjà apporté les éléments de réponse que je voulais apporter. Mais bon, j'avais juste oublié la main levée. Mais bon, juste rappeler quand même que on est responsable des déchets que l'on produit. D'où l'importance du tri, en fait. Parce que j'ai vu que la question est revenue 2 fois sur le code couleur. Donc, c'est vraiment important parce que les déchets ne seront pas traités de la même manière. Certains seront incinérés, d'autres seront autoclavés, d'autres vont être jetés dans les déchets, dans les ordures ménagers. Donc, il est important de trier à la base, au niveau de la production, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame derrière. C'est vraiment la base. Et quand on, par exemple, du laboratoire, on produit quand même il y a des bactéries. On ne peut pas les rejeter comme ça. Il faut forcément un tri. Sinon, on parle bien du One Health. Donc, voilà, la rame et tout ça, c'est ça en fait. On va mettre les bactéries dans la nature. Ça va être très compliqué de gérer derrière. Donc, il faut absolument trier à la base pour que tout le processus puisse être mis en place derrière. Donc, c'était juste ce que je voulais rappeler. Merci. Merci, Descartes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vais donner la parole au professeur Lure pour compléter, peut-être. Merci. Ouais, je vois des questions sur le chat. J'ai eu une question. Est-ce que les affiches que j'ai eu à présenter, est-ce que ce sont des affiches nationales? Non, ce sont des affiches, voilà, sont communes à tous les hôpitaux? Non. Ce sont des affiches qui ont été élaborées au niveau de l'hôpital d'Al Jam. Que je sache, il n'y a pas encore d'affiche au niveau du ministère de la Santé. Ensuite, est-ce qu'il y a un circuit pour les AES? Normalement, il y a un circuit à suivre. En cas d'accident d'exposition au sang, on doit contacter le médecin du travail. Le médecin du travail va les contacter. Ce médecin du travail va évaluer le risque. Et si le risque, il est là, il va proposer un traitement et un suivi. Dans le cas contraire, même durant les week-ends, à n'importe quelle heure, le médecin du travail ou bien l'infectiologue du service peut être contacté et s'il y a nécessité de démarrer le traitement antirétroviral, on a un stock de sécurité pour les AES parce qu'on sait que le traitement doit être instauré dans un délai de 4 à 48 heures au maximum. Donc, si vous faites un AES un vendredi soir, on ne va pas attendre le lundi matin. Donc, la déclaration doit se faire immédiatement et la procédure, c'est au médecin du travail qui peut éventuellement contacter l'infectiologue. Est-ce qu'on a pensé à un système d'habilitation pour les agents chargés du nettoyage? Oui. Au niveau de Dalal Jam, en fait, pour le bio-nettoyage, il y a 2 systèmes. Nous avons d'une part le service externe et nous avons d'autre part des agents de nettoyage qu'on appelle des agents de nettoyage, des agents de propreté qui existent dans les services. Par exemple, le service des maladies infectieuses, j'ai un agent de nettoyage parce que le cahier de charge du service extérieur, des sociétés externes, il y a des parties qui ne sont pas réservées. L'environnement immédiat du patient, eux, ils ne doivent pas y toucher. Et également, j'ai expliqué que le bloc opératoire, la néonate, l'AREA, ils ont leur agent chargé du nettoyage et ces personnes-là sont formées. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que nous,
on doit former également ces services extérieurs qui amènent leurs agents de santé. Est-ce qu'on doit les former? Pour moi, en tout cas, je dis que de façon pragmatique, la réponse est non. Parce que quand ils soumettent au cahier de charge, ils amènent, et les documents qu'ils amènent nous font penser et nous font croire qu'ils ont toutes les compétences requises pour en tout cas assurer ce bio-nettoyage-là. Et l'autre question également qui va se poser, comme l'a dit professeur Awa, c'est un personnel qui change tout le temps. Tout le temps. Donc, si quelqu'un va venir faire le nettoyage pendant 2, 3 mois, tu l'as formé, il laisse. Et ensuite, je pense qu'ils n'ont pas des contrats à durée indéterminée. Et donc, on serait dans un éternel recommencement. Je vais juste encore revenir sur les tubes de sang. Les tubes sanguins, au-delà même, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de maladies émergentes et réémergentes. Ces tubes de sang, au-delà même des bactéries, posent un réel problème par rapport aux risques infectieux concernant les fièvres hémorragiques. On ne devrait pas donner des tubes de sang aux accompagnants. Si par hasard on leur donne des tubes de sang, il faudrait utiliser des milieux de transport qui sont adaptés pour réduire le risque. Vous leur donnez, il le met sur un 2 roues ou bien dans une voiture, il sort, il laisse le tube de sang, quelqu'un ouvre, il ne sait pas ce qui est à l'intérieur. C'est un cas d'Ebola. C'était un tube sanguin d'un patient qui avait un cas d'Ebola ou bien de Marburg. Et c'est vraiment possible. C'est une dissémination d'une épidémie qui va se faire de façon exponentielle. Ensuite, les formations réalisées, est-ce que les personnes qui transportent les échantillons sont impliquées? En tout cas, au niveau de Dalal Jamm, concernant le laboratoire, nous n'avons pas encore démarré les activités au niveau du laboratoire. Voilà, je pense que c'était les quelques questions que je voulais apporter des éclaircissements. Je pense que c'est vraiment une session très riche, hein, parce que le besoin de formation est là. Ça se voit, hein, parce que le transport d'échantillons pose un sérieux problème dans nos établissements de santé, aussi bien en santé humaine qu'en santé animale, mais surtout en santé humaine. Donc vraiment, il y a eu pas mal de sessions de formation à travers le Global Health Security Agenda avec l'UNICEF, dont moi-même, je fais partie des facilitateurs sur le transport sécurisé des échantillons. Et je pense que également beaucoup de, de triple emballages de consommables ont été distribués dans les structures de santé après ces formations. Je pense qu'il y a encore beaucoup de reste à faire, hein, pour vraiment inciter le personnel de santé à respecter les conditions de transport. Parce qu'ils s'exposent eux-mêmes, exposent l'environnement, mais exposent également toute la communauté, hein, à travers cette problématique de non-respect des conditions de sécurisation des échantillons durant le transport. Et ça, je pense que c'est fondamental. Les accidents d'exposition au sang également sont assez fréquents et dans les structures de santé. Et je pense que chaque structure, chaque service doit mettre en place des protocoles, des procédures d'urgence en cas d'accident, avec bien sûr des numéros d'urgence pour prendre en charge dans les meilleurs délais, hein, dans les 48 heures, s'il faut démarrer un traitement approprié par rapport à l'exposition. Je pense qu'on va peut-être s'en arrêter là, peut-être laisser Awa ou professeur Boy continuer cette session qui est très riche vraiment en information. Voilà. Nous remercions les présentatrices, professeur Louise, Dr Gaël, mais également Dr Alpha Diallo, pour ces présentations qui ont été très enrichissantes pour le public. Je vais laisser la parole à professeur Boy, qui est le président de la SOCEMIC, pour clôturer la session d'aujourd'hui. Merci Awa, merci professeur Camara, et aussi tous nos remerciements aux différents présentateurs, si bien Luis Fortes, professeur Luis Fortes, Dr Gaël Diallo, Alpha Diallo, et aussi nous avons eu la chance aussi durant les premiers jours d'avoir reçu de très bonnes présentations. C'est vrai que le programme a été conçu presque exclusivement par des dames, donc nous ne sommes pas surpris qu'elles aient privilégié les dames, c'était Seynoubou et professeur Seynoubou. Mais je ne suis pas déçu parce que
les thématiques qui ont été développées sont très riches. Je crois qu'on peut en parler pendant plusieurs jours, surtout particulièrement sur l'hygiène, l'hygiène et la prévention. Je crois que les meilleures stratégies pour lutter contre la résistance, c'est la prévention et l'hygiène. Si on arrive à réussir cette mission, nous avons élaboré énormément de documents. J'ai vu que vous avez élaboré un document de surveillance des germes des IAS, il y a un manuel de surveillance nationale intégrée de la RAM. Donc, il y a différentes stratégies qui ont été développées. Il faut des indicateurs de surveillance parce qu'on ne peut pas tout surveiller, mais aussi, vous avez aussi eu la chance, durant ces différentes présentations, de bénéficier aussi de ce que Alpha Diallo a comme expertise au niveau de la FAO. Nous avons vraiment la chance cette journée d'avoir MSF qui nous a montré Antibio disons, un modèle de lecture d'antibiogramme qui est très adapté pour nos pays en termes de surveillance. Et les dernières présentations de cette journée, merci encore au professeur Forces, merci aussi au professeur Dr Gaël. Si vous avez des suggestions pour les thématiques à développer ultérieurement, soit au sein de la société ou en partenariat avec la Société de pathologie infectieuse, nous sommes tout à fait ouverts. Moi, je travaille avec les réanimateurs anesthésistes qui avaient les protocoles d'antibioprophylaxie à l'hôpital. J'ai été CME d'un hôpital, donc je connais un peu les préoccupations. C'est une question que j'aurais posée, que je peut-être suggérerais. L'architecture d'un hôpital détermine un peu tout le protocole de circulation et d'organisation et de prévention. C'est important parce que parfois on ne prend pas en compte comment l'hôpital est structuré et c'est important de prendre cela en compte dans la gestion de nos activités de prévention et d'hygiène. Merci à tout le monde. Merci aux participants qui ont interagi pour poser des questions très pertinentes qui nous permettent éventuellement, qui nous permettront d'envisager dans les thématiques, d'insister encore grâce à l'expertise que nous avons eue aujourd'hui de Dr Gaël Diallo, de professeur Fortes, avec autant de passion et de conviction de pouvoir avancer ensemble pour lutter efficacement contre la rame. En amont, si on arrive à avoir beaucoup de stratégies, une bonne stratégie de prévention et d'hygiène, je crois que nous allons réduire énormément la rame. Merci à tout le monde. Toutes nos félicitations. Nous avons eu une journée très riche et un programme très fourni avec la patience de tous les acteurs qui sont là. Nous allons continuer ensemble dans cette approche qui est une approche qui nous est facilitée grâce à l'accompagnement de l'Université de New Mexico, mais aussi d'ECO, qui nous permet d'interagir à distance avec tous les acteurs du Sénégal, mais aussi des autres pays qui sont africains ou ailleurs. Merci à tout le monde. Que Dieu vous protège. Passez une excellente fin de journée. Je vous remercie encore pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux dames. Merci aux dames. Merci. Merci aux dames, vraiment. Bien. Global. Global. It is that one. Communication.